Razika Adnani, philosophe, islamologue, et connaissant parfaitement l'islam, connaissant parfaitement le Maghreb, l'Algérie plus particulièrement, connaissant très très bien aussi la France et l'Europe, qui va intervenir, si elle le veut bien, dans un premier temps, en la remerciant d'avoir accepté de participer à ces rencontres. Merci Frédéric. Donc pour ma part, puisqu'il faut parler de mémoire dans ce dernier panel, j'aimerais commencer par un rappel historique concernant les pays du sud de la Méditerranée, donc la rive sud de la Méditerranée, et précisément de l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Donc ces trois pays, comme tous les pays du monde musulman, ont connu entre le 19e siècle et la fin de la première moitié du 20e siècle un mouvement de réforme sociale et politique très intéressant qui avait comme objectif de sortir ces pays de leur sous-développement et de leur permettre d'entrer dans l'ère de la modernité. La réforme la plus importante de ce mouvement était l'adoption du système constitutionnel. Au milieu du XXe siècle, tous ces pays du sud de la Méditerranée, y compris la Libye et l'Égypte, étaient dotés d'une constitution. Ils avaient ainsi prouvé leur volonté de moderniser l'organisation de l'État et d'en finir avec le système traditionnel. Cependant, tous ces pays ont affirmé dans leur constitution que l'islam était la religion de l'État. Cette référence à l'islam représente le premier obstacle contre lequel se sont heurtées ces constitutions. Pourquoi je dis cela? Parce que l'islam n'est pas seulement une religion, c'est aussi un système juridique. Et parce que la Constitution, c'est la loi fondamentale d'un État ou d'un ensemble d'États, et autrement dit, la loi qui est au commencement de toutes les lois. Ainsi nous le précise l'homme politique et écrivain et philosophe Ferdinand Lassalle dans une conférence qu'il a donnée en 1862 intitulée « Qu'est-ce que la Constitution ?» À partir de là, on peut déduire que cette référence à l'islam comme religion de l'État signifie que la Constitution n'est pas la loi fondamentale dans ces États ou que ces États ont deux lois fondamentales. Dans les deux cas, on peut dire qu'il y a échec du système constitutionnel, notamment lorsque les lois de l'islam et les lois de la Constitution s'opposent, comme par exemple en Algérie et en Tunisie, qui ont affirmé toutes les deux dans leur constitution le respect des droits de l'homme, et l'Algérie a même précisé qu'il s'agissait des droits de l'homme tels qu'ils étaient inscrits tels qu'ils sont inscrits dans la Déclaration universelle de l'ONU. Et le système juridique de l'islam ne connaît pas et ne reconnaît pas les droits de l'homme, comme vous le savez. Le deuxième élément que je peux citer est le principe de l'égalité. Toutes ces constitutions, ces trois constitutions, affirment leur respect du principe de l'égalité. Le Maroc l'a limité concernant l'égalité hommes-femmes au domaine politique. Cependant, l'Algérie fait exception car elle a précisé que tous les citoyens étaient égaux, les citoyens des deux sexes étaient égaux, ils avaient les mêmes droits et les mêmes devoirs. En 1976, l'Algérie ajoute un article dans sa constitution qui affirme qu'elle rejette toute discrimination qui sont liées à des considérations de naissance, de race, d'origine et de sexe. Donc l'Algérie fait vraiment exception sur ce point-là. Cependant, comme aussi nous savons, le système juridique de l'islam est fondé sur le principe de l'inégalité et non de l'égalité. Concernant le système constitutionnel, le philosophe écossais David Hume nous dit que la Constitution a comme objectif de protéger les libertés individuelles contre la tyrannie royale. Or, le système juridique en islam, le système politique, le système moral, le système social est fondé sur le principe de l'obéissance qui est à l'opposé du principe de liberté. Obéissez à Dieu, aux prophètes et à ceux qui ont l'autorité parmi vous, dit le verset 49 de la sourate 4, les femmes.
Maintenant, j'aimerais poser une question qui me semble très intéressante. Peut-on-nous réellement parler de l'islam comme une autre loi fondamentale au sein de ces constitutions? Personnellement, je dirais non. On ne peut pas parler de l'islam comme une autre loi fondamentale au sein de ces constitutions, car une constitution est une loi fondamentale, certes, mais qui est constituée de plusieurs lois fondamentales, qui posent les fondements du droit, qui fixent le fonctionnement de l'État et qui déterminent les droits et libertés des individus. Or, cette référence à l'islam comme religion de l'État au sein de ces constitutions ne donne aucun autre élément qui va dans ce sens. Elle ne dit pas non plus, ces constitutions ne disent pas non plus de quel islam il s'agit, étant donné qu'en islam, il y a un seul Dieu, un seul prophète, un seul Coran, mais plusieurs islams. Le Maroc, en 2011, a réaffirmé dans sa constitution que l'islam était la religion de l'État, que le Maroc était un État musulman, le seul à avoir cette référence dans son préambule. Le Maroc affirme dans le préambule de sa constitution qu'il est un État musulman. Cependant, il a ajouté une précision en parlant d'un islam modéré en 2011. Mais il ne dit pas non plus il ne donne pas de précision claire sur les principes de cet islam modéré qui nous permettent de le distinguer de l'islam qui n'est pas modéré. Maintenant, la question que je me pose et qu'on peut se poser, comment les choses s'articulent-elles dans la réalité? Eh bien, dans la réalité, ces pays ont adopté un droit qui était positif, très inspiré du droit européen. Donc, la charia n'y apparaissait pas comme une norme juridique explicite, même si le législateur dans ces pays a pris certaines lois du droit musulman. Cependant, dans le domaine de la famille, le domaine de la famille a été soumis explicitement à la charia. Comme on le constate, dans le code de la famille marocain, qu'on appelle la Moudawana, de 1958, le code de la famille algérien de 1984, ces deux codes sont restés très fidèles à la charia ou le droit musulman. En revanche, le statut personnel tunisien de 1957 n'a pas repris un certain nombre de lois de la charia, même si ce code n'a pas pu se libérer totalement de l'emprise du droit musulman. Ce qu'on peut déduire, c'est que le législateur dans ces pays a agi un peu à sa guise. Il a soumis au droit, il a soumis certains domaines ou les domaines du droit qu'il voulait à la Constitution, aux lois de la Constitution, et il a soumis, comme il voulait, la famille aux droits, aux lois ou aux droits musulmans, aux règles de l'islam. Cette liberté d'agir, ce qui lui a permis cette liberté d'agir, c'est bien le principe, l'islam, ou l'article, l'islam est la religion de l'État. Ce principe lui a permis également de transgresser la Constitution quand il voulait la transgresser. Il pouvait donc légiférer des règles et des lois qui vont à l'encontre totalement de la Constitution. Or, les lois ordinaires, les autres lois qu'on appelle les lois ordinaires, doivent être le prolongement des lois de la Constitution, comme nous le dit toujours Ferdinand Lassalle. Donc, on déduit, je veux dire, pour les constitutionnalistes, ils nous disent tous que dans les systèmes constitutionnels, on a des gouvernements qui sont régis par la loi et non par la volonté d'un homme ou des hommes. Et la Constitution américaine de
1787 a été pensé pour justement remédier à l'arbitraire du Parlement. Or, avec ce principe, avec cet article, je dis principe car les lois de la Constitution sont considérées comme des principes de législation. Donc, cet article, l'islam et la religion de l'État, a finalement fait que les gouvernements dans ces pays du sud de la Méditerranée sont encore régis par la volonté d'un homme ou d'un groupe d'hommes et non par la loi. Et le système traditionnel dans les sociétés musulmanes, le système traditionnel avant cette volonté de moderniser ces sociétés, était aussi régi par des juristes religieux et ces sociétés étaient sous le contrôle des juristes musulmans qu'on appelle les ulama ou les fuqaha. En quelque sorte, on n'est pas vraiment sorti de ce système traditionnel. Maintenant, la question que je voudrais poser, pourquoi ce désir de soumettre la famille aux lois de la religion, donc aux lois, aux droits traditionnels, au moment où on voulait moderniser ces sociétés? À cette question, deux réponses sont toujours données. La religion et les traditions. La religion, ceux qui donnent cet argument, dans cet argument nous disent que ces sociétés sont des sociétés musulmanes. Il est normal que la famille soit organisée selon les lois de l'islam. C'est un argument qui est totalement faux. Il n'est pas exact. Pourquoi? Parce que, d'une part, la charia, c'est un droit musulman qui ne concerne pas uniquement la famille. Il organisait toute la vie de la société musulmane, d'une part. D'autre part, le législateur dans ces pays n'a pas trouvé de difficulté à ne pas reprendre certaines lois de la charia, comme les châtiments corporels, qu'on ne trouve pas dans le code pénal de ces pays, comme l'esclavage. Toutes les lois qui codifiaient l'esclavage n'ont pas été reprises, car elles ont été considérées comme des lois caduques qui n'étaient plus compatibles avec la société moderne qu'ils voulaient construire. Pourquoi ce qui est possible pour certaines lois ne peut pas être possible pour d'autres lois? Concernant les traditions, ceux qui avancent aussi cet argument prétendent, et on trouve cet argument beaucoup dans les constitutions égyptiennes depuis 1971, on répète que la famille, c'est la première cellule de la société. Il est important qu'elle soit la gardienne des traditions. Là aussi, le problème se pose car ces sociétés voulaient se moderniser. Comment peut-on se moderniser s'il faut garder la première cellule de la société dans le domaine des traditions? Si ces deux arguments ne sont pas convaincants, comment peut-on expliquer ce désir de soumettre la famille aux lois de la religion? Quand on parle de la famille, on parle de relations familiales, on parle de relations homme-femme. Et la charia donne à l'homme des privilèges au détriment de la femme. Donc on peut facilement déduire que finalement ces modernistes qui voulaient moderniser l'organisation de l'État, de moderniser la société, ne voulaient pas moderniser la famille. Ils ne voulaient pas que la famille, elle, se modernise car ils ne voulaient pas renoncer à leur domination masculine. Donc c'est pour conserver la domination masculine qu'on soumet la famille aux lois de la charia. Et pour soumettre la famille aux lois de la charia, en grande partie, on a introduit l'islam et la religion de l'État dans ces constitutions. Donc, le désir de protéger la domination masculine a été un élément important dans l'échec du système traditionnel, du système constitutionnel et dans l'échec de la modernisation de ces constitutions. Et j'ajoute un point, le dernier point, c'est que l'islam et la religion de l'État a été aussi
est une porte ouverte à travers laquelle les religieux n'ont pas cessé de s'introduire dans le domaine juridique, que ce soit le droit ou les constitutions. Je donne 2 exemples seulement. Concernant l'Algérie, en 2011, le législateur a ajouté dans le code pénal un article qui prévoit 3 à 5 ans de prison pour toute personne qui porte atteinte à l'islam. Or, la constitution algérienne garantissait la liberté de conscience. Elle garantissait le respect des droits de l'homme pour tous les Algériens et Algériennes, comme patrimoine pour tous les Algériens et Algériennes. Je parle le passé car le 30 décembre 2020, la constitution algérienne supprime la garantie de la liberté de conscience et l'expression les droits de l'homme a été remplacée dans le chapitre droits et libertés par des droits fondamentaux. Voilà donc ce que je dis là au sujet de l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, on peut l'élargir pour tous les autres pays musulmans, notamment la Libye et l'Égypte. Et je conclus par 2 idées. La première, c'est celle que je viens de dire. L'islam et la religion de l'État n'a pas permis à ces constitutions de se réaliser, mais a permis surtout aux mouvements islamistes conservateurs qui montent un peu partout dans le monde musulman de s'introduire dans le domaine juridique, le domaine de la loi, pour avoir la même mise sur la société. Et plus ces conservateurs ont la même mise sur les lois, plus les lois, les libertés individuelles sont confisquées, plus les jeunes notamment partent. Ils quittent leur pays à la recherche, pas tous, ils ne partent pas tous à cause de la recherche d'une société où ils peuvent avoir plus de liberté, mais c'est un élément qu'on ne peut pas non plus négliger dans l'explication des vagues migratoires que connaît la Méditerranée. Merci de votre attention. J'ajoute donc la casquette de constitutionnaliste. Merci beaucoup, Razika, formidable. C'est extrêmement didactique. C'est